Bienvenue dans l'équipe podcast. Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de notre podcast. Déjà le deuxième épisode ensemble. Alors ici, on va vous parler de la théorie d'apprentissage. Donc, comme on vous a expliqué dans l'épisode précédent, le cheval n'a pas de cortex préfrontal. Donc il ne réfléchit pas de la même façon que nous. Il ne sait pas avoir une réflexion vraiment entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça pour lui, c'est pas possible. Donc cette différence est vraiment importante pour mieux comprendre comment le cheval apprend. On va vous expliquer dans un premier temps ce que c'est qu'un renforcement et une punition, pourquoi on parle souvent de positif et de négatif. Ensuite, on abordera les deux types d'apprentissage, l'associatif et le non-associatif. Et pour finir, on va vous parler du conditionnement classique et opérant. Je vous conseille de prendre un stylo, de quoi noter. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur les posts dédiés à l'épisode sur Instagram ou sur Facebook. Donc Sophie, tu vas nous parler du renforcement ? Et oui, je peux parler du renforcement. Le renforcement, il est positif et négatif, comme souvent vous avez dû le voir ou le lire ou l'entendre sur les réseaux sociaux. On parle tout le temps de ce renforcement. Et donc ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien ? Et non, pas du tout. Ah. Mais c'est pas grave, c'est bien essayé Lydia, c'est déjà pas mal. Non, le renforcement positif, c'est juste qu'on ajoute quelque chose, donc c'est additif, c'est comme dans les maths. Plus, c'est plus 1, c'est plus quelque chose, on ajoute quelque chose, et moins, c'est moins quelque chose, on enlève quelque chose. Il y a vraiment rien de bon ou de mauvais, rien à voir avec ça. Je reprends. Par conséquent, le renforcement positif, c'est l'ajout de quelque chose d'agréable pour le cheval, une récompense, soit alimentaire ou gratouille ou ce qu'on veut, qui soit vraiment chouette pour le cheval, et non pas hibou, qui va permettre de motiver le cheval et exprimer le comportement que nous, on voudrait qu'il exprime. Le renforcement négatif, lui, on va retirer un stimulus qui est aversif. Un stimulus aversif, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, désagréable, pour ceux qui parlent bien français. Cette pression, on va l'augmenter et on va la retirer immédiatement dès qu'il va faire le comportement qu'on demande. Ça, c'est pour le renforcement. Par exemple, les deux renforcements, on peut les utiliser tout à fait ensemble. On peut, par exemple, demander à un cheval de reculer par une pression du col. La pression s'augmente, le cheval recule, la pression s'arrête et on vient ajouter une carotte en renforcement positif en plus. Et maintenant, Lydia, tu pourras nous parler aussi de la punition. Tant que tu la fais pas sur moi, je veux bien que t'en parles. Ouais, mais tu sais que le renforcement positif, ça marche super bien chez moi aussi. Hein. Un petit peu de chocolat, on est bon. Hein. Je t'avoue que chez moi aussi, ça marche très très bien le renforcement positif. Je crois que ça marche sur beaucoup d'humains. Oui, je pense, oui. Alors, on a aussi la punition positive et la punition négative. C'est pas non plus parce qu'elle est bien ou parce qu'elle est mal. La punition positive, on va ajouter quelque chose. La punition négative, on va retirer quelque chose. Donc, par exemple, sur un parcours d'obstacles, le cheval refuse, le cavalier donne un coup de cravache. Là, ça va être une punition positive vu qu'on a ajouté le coup de cravache. Et si à la fin du parcours, le cavalier n'est pas content, le cavalier décide de ne pas donner son repas du soir au cheval. Là, ce sera une punition négative vu qu'on a retiré le repas du cheval. Il est bien évident que l'une comme l'autre, c'est pas utile, surtout le fait de retirer le repas du soir. Le cheval est tout à fait incapable de faire le lien entre le fait qu'il a mal travaillé et qu'il n'a pas à manger. Donc ça ne sert strictement à rien. Même la punition positive, pour qu'une punition soit efficace, il faudrait qu'elle soit faite exactement au moment du mauvais comportement, enfin du comportement non désiré. Et le timing est tellement difficile à respecter que voilà, c'est vraiment trop compliqué. Donc je pense que la punition, il faut vraiment bannir au maximum avec les chevaux. Concrètement, priver un cheval de quoi que ce soit, ça sert à rien. Non, il ne sait pas faire le lien. Il ne sait pas faire le lien entre, voilà, on m'a privé de carottes, de picotins, de foin, enfin n'importe. Et ça, ce sont ses besoins. Donc, il ne va pas comprendre pourquoi on lui retire ça. Il est incapable, tout à fait incapable de faire le lien entre les deux. Alors maintenant, on va aborder les apprentissages. Oui, alors pour les apprentissages, il y a deux types d'apprentissages dont on va vous parler. Je vais commencer par vous parler des apprentissages non associatifs, parce que c'est les plus simples à expliquer et que moi je préfère expliquer ce qui est simple et laisser ce qui est complexe à Lydia. Eh ben, c'est du joli.
Ouais, je sais, je suis adorable. L'apprentissage non associatif, ça va être tout ce qui est désensibilisation. C'est apprendre au cheval à ne pas réagir à un stimulus. Par exemple, on peut parler de la tondeuse. La tondeuse, si elle est bien travaillée et qu'on a fait un bon apprentissage non associatif avec le cheval, c'est-à-dire qu'il voit la tondeuse arriver, il ne réagit pas, ça veut rien dire, il va rien se passer, il n'y a pas besoin de bouger. Ça évite notamment d'avoir recours à des méthodes plus complexes et plus dures pour lui, comme ce qui est torné, ce qui est calmant, d'être à 3 sur le cheval pour le tenir et le tondre en même temps, et que ce soit vraiment pas un moment de stress pour lui. C'est un apprentissage qui est hyper utile aussi pour tout ce qui est medical training, par exemple. On va lui apprendre à ne pas associer. Ah oui, c'est intéressant ça, le medical training. Très intéressant. Mais ça, on pourra même vous en parler un petit peu plus dans un autre épisode avec tout ce qui est medical training et méthodes d'apprentissage pour la désensibilisation. C'est vraiment toutes les méthodes d'apprentissage. Et maintenant, Lydia, je vais te laisser parler de l'associatif parce que c'est plus compliqué. Je te le laisse. Vas-y, je t'en prie. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué. L'apprentissage associatif, ça se résume en 2 mots, j'aime ou j'aime pas. Enfin, pas, oui, il y a plus de mots que 2 mots, mais bon, c'est 2 côtés, j'aime ou j'aime pas. Donc le cheval va faire l'association entre quelque chose qu'il aime et quelque chose qu'il n'aime pas. Par exemple, quand vous arrivez avec la brouette de grains, c'est vrai qu'on vous parle souvent des grains, mais bon, si vous arrivez avec le sac de carottes ou, eh bien, par exemple, le matin, moi quand j'arrive le matin au manège, les chevaux sont très très contents de me voir parce que je les mets en prairie. Mais non, mais c'est parce qu'ils aiment ton odeur, ils aiment ta présence. Et non, quand j'arrive à un autre moment, c'est pas le même. Non, Ah. c'est pas le même. Ah, dommage, j'aurais tenté. Donc ils ont une bonne association avec moi, vu qu'ils vont sortir. Donc voilà, ça c'est une bonne association. Et donc dans le cas de, par exemple, la tondeuse, comme Sophie a expliqué, si le cheval réagit, ben, il peut faire une association aversive avec la tondeuse, et donc parce qu'il a eu le torné, des calmants, toutes sortes, ça s'est mal passé, qu'on a crié dessus aussi, alors il a fait une mauvaise association avec ça, mais il peut avoir fait une mauvaise association avec l'homme aussi, hein. Ça arrive avec des chevaux qui malheureusement ont été battus, donc les chevaux, quand ils voient quelqu'un arriver, ils s'envoient à l'autre bout du pré. C'est vraiment important qu'ils fassent une bonne association avec nous. Attends, t'es en train de me dire que quand je vais au pré et que Pompon s'en va, c'est juste qu'il a une mauvaise association avec moi? Oui. S'il s'en va, c'est qu'il a une mauvaise association avec l'humain. C'est pas nécessairement que l'humain va tout le temps crier dessus, ça peut être aussi si l'humain n'est pas clair dans ses demandes. C'est-à-dire que l'humain, il doit être noir ou blanc, il peut pas être gris du tout. C'est ça. C'est exactement comme, ça va peut-être plus vous parler. Le chien dans le canapé, je ne peux pas décider que aujourd'hui je fais monter mon chien dans le canapé. Là, il monte dans le canapé, il est content. Et puis demain, il est dans le canapé, je l'engueule parce qu'il est dans le canapé. Ben non, c'est où je l'autorise à monter ou je l'autorise pas à monter. Et bien avec les chevaux, c'est la même chose. Quand je mène mon cheval, par exemple, je dois l'avoir toujours à côté de moi. Je ne peux pas le laisser une fois derrière moi, une fois à côté de moi, une fois s'il est devant moi. Non, il doit toujours être à côté de moi. Il faut être très très rigoureux parce que comme ça, pour le cheval, c'est plus clair. Et ce qu'on peut dire aussi avec la clarté, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça apporte vraiment un confort pour lui quand on est très clair. Il y a beaucoup moins de stress. On lui fait toujours les mêmes demandes dans le même ordre. Et on a le stress qui disparaît très vite en étant très clair. Ce qui fait que lui aussi peut être opérateur de son apprentissage parce que le cheval peut aussi gérer son humain. Donc il saura que quand l'humain met une pression, il saura quoi faire pour retirer la pression. Donc le cheval gère aussi son humain. Et ça, c'est quand même bien sympa pour eux et pour nous. Et après, c'est là que la magie opère et qu'on fait des choses incroyables et que c'est absolument formidable. Faut le dire quand même. Ah oui, non, c'est passionnant. Est-ce que, parce que là on s'égare un petit peu, on passerait pas sur les conditionnements? Oui, alors les conditionnements, donc il y en a 2. Aussi, il y a le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Donc Sophie, tu peux nous parler du conditionnement opérant? Oui, je vais parler du conditionnement opérant. Le conditionnement opérant, c'est vraiment la première étape dans l'apprentissage du cheval. C'est-à-dire que le cheval est un animal qui apprend par essai-erreur. Donc il essaie quelque chose, ça marche pas. En fait, les humains aussi, hein. Ah mais complètement, tout le monde. Un enfant qui tombe, ça marche pas, il faut garder de l'équilibre. Il va se relever et puis il va réessayer.
Après, on nous apprend que l'erreur, c'est mal. Mais non, non, c'est comme ça qu'on apprend. Les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des opportunités finalement. Complètement, des opportunités, c'est très joliment dit ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reviens à mon conditionnement quand même, parce que c'est le sujet de l'épisode, hein, je veux pas trop m'égarer non plus. Je reprends donc ce que c'est que le conditionnement opérant. Dans le conditionnement opérant, c'est là qu'on va utiliser le renforcement positif et le renforcement négatif qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que il va y avoir un stimulus qui va amener à une réponse. Par exemple, un cheval qui arrive à ouvrir la porte de son box et qui découvre qu'il a accès au grain. De nouveau, on parle toujours de grain. Il peut avoir accès au foin aussi, si vous voulez, hein. Donc, il a accès au foin. Il apprendra donc que l'action qu'il a eue sur la porte, elle est quand même super cool parce que derrière, il a pu accéder à quelque chose qui est important pour lui, c'est-à-dire le foin, la nourriture. Oui, c'est comme moi quand j'ouvre la porte du frigo et que je vois qu'il est bien rempli. Oui, complètement. Le mien aussi, quand il est rempli. Oui, j'aime ça. Pour le chocolat, de nouveau. Ah, tu mets ton chocolat au frigo? L'été, chez moi, il fait extrêmement chaud, il peut pas rester dehors. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, sous 40 degrés, il supporte pas le chocolat. Deuxième exemple qui n'a aucun rapport avec le chocolat, c'est la pression de vos jambes sur le cheval pour lui demander d'avancer. Quand vous mettez une pression, le cheval avance, la pression doit s'arrêter. La pression s'arrête, le cheval apprend que quand il y a pression des jambes, il faut que j'avance, la pression s'arrête, c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ok, c'est cool. C'est là qu'on a des problèmes avec les chevaux qui deviennent froids aux jambes, c'est que la pression s'arrête jamais. Et du coup, au lieu de faire un conditionnement opérant et de lui apprendre quelque chose, on le désensibilise. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. On va essayer de vous expliquer ça mieux dans certains épisodes de résolution de problématiques. Ça va être aussi hyper intéressant. Ça, c'était pour le conditionnement opérant. Avant que je ne m'égare, Lydia, je t'en prie, est-ce que tu peux parler du conditionnement classique ou pavlovien et expliquer pourquoi c'est Pavlov qui l'a créé celui-là? Oui, donc c'est Pavlov, Monsieur Pavlov. Il a fait une découverte pendant ses expériences avec des chiens. Donc en fait, il faisait sonner une cloche et puis il donnait à manger. Et puis il a remarqué que déjà au son de la cloche, les chiens commençaient à baver sans même avoir vu la nourriture. Donc il s'est rendu compte que les chiens réagissaient à un signal. Ici, donc dans le conditionnement opérant, c'est un stimulus qui donne une réponse. Dans le conditionnement classique, c'est un signal neutre, qui est au départ neutre, qui va donner une réponse. Par exemple, dans le reculer à distance, on va se grandir et s'avancer un peu vers le cheval. Ça, c'est notre signal. Ensuite, quand le cheval, forcément, au début, ne va pas reculer. Là, on va passer en conditionnement opérant, donc en secouant la longe, ça va donner un stimulus. Et là, le cheval va reculer. Et puis, à force de répéter, il va comprendre que mon signal, le fait de me grandir et de m'avancer un peu vers lui, ça, c'est le signal pour reculer. On peut aussi renforcer la réponse avec le renforcement positif. Par exemple, dans le ramener, donc on va faire un signal qui va être je vais me pencher vers l'arrière, écarter les mains, le cheval revient vers moi, et quand il est revenu, alors là, je peux lui donner une carotte. Donc ça va le motiver à revenir encore plus vite. On peut aussi préciser que pour ce renforcement positif-là, c'est pas que la nourriture qui est positive, comme on l'a dit au début, ça peut aussi être une gratouille ou même une pause pour le cheval, un moment de détente, un moment qui lui apporte quelque chose qui est important pour lui. Nous, on est tout de suite sur, il faut rajouter la nourriture parce que il faut rajouter un truc, mais des fois, juste une pause, eux, ils en sont ravis. C'est déjà du positif. Et puis c'est vrai que nous deux, on aime bien manger, alors du coup, à chaque fois, on en vient à la nourriture. Mais c'est vrai que pour le cheval, rien que des grattes, une pause, ça c'est du renforcement positif. Et même d'ailleurs avec certains chevaux, les carottes, il vaut mieux parfois éviter, hein, parce qu'il faut que ce soit donné au bon moment aussi. Pour vous donner deux super exemples. Je vais vous donner deux super exemples pour le prix d'un. Un très bon exemple d'une personne qui n'utilise que les relâchements, pas de gratouille, pas de nourriture, rien, c'est Jean-François Pignon. Ah, c'est vrai? La seule récompense qu'il utilise, c'est le relâchement de son corps. Ah oui. Et une pause pour le cheval. C'est tout ce qu'il utilise. Il n'y a jamais de nourriture, il n'y a jamais rien d'autre. Et ça marche, la preuve, il fait des choses extraordinaires. Deuxième exemple par rapport à la nourriture qui n'est pas toujours bonne, j'ai une petite jument au travail
qui est tellement stressée qu'elle ne prend pas la nourriture dans la main. Je peux pas utiliser de renforcement positif avec elle, de nourriture. Mais ça, à force de travailler, elle va se détendre et puis... Oui, maintenant ça va déjà beaucoup mieux, elle le prend, mais je vois qu'au travail, c'est pas une récompense pour elle. C'est trop stressant d'aller la chercher. C'est un effort qu'elle doit faire. Alors que la plus belle récompense pour elle, c'est juste que je m'éloigne d'un pas et que je la laisse respirer. Mais c'est à force de travailler comme ça avec le relâchement du corps, donc mettre une pression avec le corps et puis le relâchement, on remarque après, à force que le cheval est hyper attentif et remarque le moindre mouvement du corps. C'est impressionnant comme le cheval peut être vraiment, comment il peut percevoir des si petits détails. C'est impressionnant. Mais justement, en parlant de perception des si petits détails, est-ce qu'on pourrait pas parler d'une petite histoire d'un cheval hyper intelligent? Si tu vois de quoi je veux parler. Ah oui, Hans le malin. Bah oui, vas-y, explique. Alors, Hans le Malin, c'est un cheval qui a donné de nombreuses représentations avec son propriétaire, parce que son propriétaire a découvert un truc assez exceptionnel, que son cheval sait compter. Concrètement, il faisait une représentation où il avait des additions et des calculs de plus en plus complexes, et le cheval tapait du pied par terre le nombre de fois de la réponse. Tout le monde trouvait ça extraordinaire, c'était un cheval hyper intelligent, son propriétaire était ravi, il trouvait que c'était incroyable. Bah, je dois t'avouer que ça m'impressionne aussi quand même. Hein. Ouais, non mais moi aussi, mes chevaux ils sont aussi intelligents que ça, hein. Pareil, C'est ils vrai comptent le nombre de grains et tout, ils sont incroyables. Ouais. Et si t'en donnes pas assez, ils te font la remarque, non? Ouais, complètement. Et ils le notent sur un tableau après, et à la fin du mois, ils me font un petit récap de ce que j'ai pas donné. Ça, ils demandent un rap. Enfin bref, venons-en à Hans le Malin. Il y a des scientifiques qui ont commencé à s'intéresser un petit peu à son cas et qui ont commencé à faire des petites expériences pour comprendre comment ça se fait qu'il soit aussi intelligent. Et en fait, ils ont découvert que quand il n'y avait pas le propriétaire dans la même pièce que le cheval, dans la même zone que lui qui ne pouvait pas le voir, eh bien, il tapait un nombre de fois infini par terre et il n'y avait pas d'arrêt, donc il ne comptait pas réellement. Et ils ont comme ça découvert que, involontairement, son propriétaire a appris à son cheval à arrêter de taper du pied au moment de la bonne réponse, par un micro-signal qu'il ne se rendait même pas compte lui-même, mais le cheval l'a vu et a compris que c'était ça. Mais c'est pour vous dire à quel point le cheval, il est capable de percevoir des micro-mouvements, mais des petites choses que vous en rendez même pas compte. Lui, il le ressent, il le voit. Bon, c'était vraiment intéressant, cette histoire. Sinon, un autre point sur lequel je voulais insister aussi, c'est que il y a que vous qui connaissez la réponse à votre demande. Le cheval n'en a aucune idée. Donc il faut lui donner l'opportunité de faire des erreurs, de proposer des réponses jusqu'au moment où il donne la réponse que vous voulez. À ce moment-là, il faut que le timing soit hyper précis pour relâcher votre pression. À force de répétition et du bon timing, le relâchement au bon moment, le cheval va comprendre que c'est la réponse que vous attendez. Mais à la limite, faites le test avec quelqu'un, demandez à l'autre personne par exemple, de vous tapoter le bras ou quelque chose. L'autre personne sait ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas. Et vous allez voir que c'est très perturbant en fait. Et elle ne doit pas parler cette personne. C'est vraiment très perturbant de faire ce test. Et là, ça vous permet de vous mettre à la place du cheval et de voir, lui, qu'est-ce qu'il doit faire avec les stimulus que vous lui donnez. Par contre, c'est un exercice hyper intéressant à faire pour comprendre un petit peu mieux comment le cheval, il doit apprendre et ce qu'il doit faire. Mais n'en profitez pas pour frapper vos amis. C'est pas le bon moment. Laissez-les tranquilles. Non. En résumé, on a le renforcement positif, le renforcement négatif, l'apprentissage associatif et non associatif, et le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Déjà, c'est une bonne base pour savoir comment le cheval apprend. Ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas que c'est un sujet qui est complexe et là, on a juste effleuré la surface. Mais si vous avez des questions ou qu'on n'a pas été assez clair, vous voulez plus de précision, faut pas hésiter à nous mettre des commentaires sous les posts dédiés à l'épisode et on essaiera de vous y répondre le plus vite possible et le plus clairement possible surtout. Notre prochain épisode de podcast, ce sera plus un cas pratique. Le sujet, c'est « Mon cheval a peur de tout, que faire ?» Et il sera disponible le 25 février. Et ce sera l'occasion de mettre vraiment en pratique tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec toute la théorie d'apprentissage dans quelque chose qui vous parle beaucoup plus et qu'on a pu avoir au quotidien. Alors, ce que vous ne savez pas, parce qu'il y a beaucoup de coupures dans le podcast, mais en tout cas, on se marre bien.
On fera peut-être un petit épisode bonus avec toutes plein de choses qu'on a pu dire entre-temps, des bêtises, des blagues, des fous rires complets. Je ne l'écouterai pas celui-là. Si, on fera ça. C'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide. On vous dit donc à la semaine prochaine pour ce cas pratique. N'oubliez pas le rendez-vous. J'espère que vous serez là, tous ensemble, comme d'habitude. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Belle journée.